Bonjour à tous, donc Laurent Alibert de l'IFIP. Alors moi j'ai la charge de vous parler de 10 ans de recherche commune ITAB IFIP sur le porc bio. Alors comme on le voit pas trop parce que les cheveux tombent, mais si je parle de 10 ans de recherche, c'est qu'à force, c'est vrai que ça fait 15 ans que je suis dans le bio, donc j'ai pris quelques cheveux blancs et puis je peux parler un peu de l'histoire maintenant, après 15 ans. Donc je vais commencer par faire un peu d'histoire. Un peu d'histoire avant 2010, parce qu'effectivement, quand on regarde, on a commencé à collaborer réellement sur des projets en 2010, mais la collaboration, elle a commencé avant entre l'IFIP et l'ITAB, puisque en 2001, il y a eu les premières journées techniques dans lesquelles nous sommes intervenus, nous l'IFIP, qui étaient alimentation et système d'élevage en agriculture biologique. Donc il y avait déjà des rencontres et des discussions entre l'ITAB et l'IFIP sur comment alimenter les porcs bio déjà. C'est un sujet dont on va reparler dans la journée, bien évidemment. Et puis l'année d'après, il y a eu un projet ACTA. Alors c'était beaucoup plus inter-institut, puisqu'il n'y avait pas que les deux instituts, mais d'autres, sur les matières premières régionales en alimentation et en production porcine et avicole biologique. Alors il n'y avait pas que les instituts, puisqu'il y avait aussi déjà les champs d'agriculture. Alors quand on parle de 10 ans de recherche entre l'ITAB et l'IFIP, on n'oublie pas tous nos partenaires, parce que tout ça s'est fait en multipartenarial tout le temps également. Là, c'était pour ce qui s'est passé avant 2010. Après 2010, toujours un peu d'histoire. On a commencé à avoir des collaborations de R&D qui ont touché l'ensemble de la filière, de la fourche à la fourchette, j'insiste, puisqu'on a travaillé, quand on fait le point, on se rend compte qu'on a collaboré sur plein de dossiers, même si je suis pas toujours au fait de tout, parce que moi, je travaille avant tout en alimentation, donc je découvre, comme tout le monde, des fois, des sujets, c'est passionnant. Voilà. Il y a eu des publications communes. On a fait d'abord un projet qui s'appelait l'alimentation du porc bio. Là également multipartenarial. Je n'oublie pas tous les partenaires qui ont collaboré. C'est à l'issue de différents projets. Nous avions fait les premiers résultats techniques en élevage porcin bio en France. Alors j'ai envie de dire les premiers et les derniers, puisque c'est les dernières références que nous avons disponibles. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans la journée, enfin j'espère en tout cas, parce que ça manque, bien sûr, ça manque, ces références, elles nous sont souvent demandées, mais malheureusement aujourd'hui on n'a que celle-là disponible. Et puis on a fait des colloques, alors c'est vrai qu'en physique on en a fait qu'un en 2018, c'était le premier, il était très réussi, je me souviens très bien, on était dans une salle à Paris, il y avait 100 places, on a été obligé de faire une salle annexe parce qu'on avait trop de monde. On était arrivé à 130, 140, et on avait parlé sur l'ensemble de la filière, mais on était dans une autre dynamique, puisqu'on était dans une dynamique de construction de filière, on avait eu des intervenants étrangers, et c'était très bien passé, on était tous très satisfaits. La deuxième, elle a eu lieu en 2020, dans un contexte beaucoup plus difficile, le Covid, mais on avait déjà parlé des sujets qui intéressaient et qui interpellaient beaucoup les filières bio, puisque c'était à la fois le bâtiment, les évolutions réglementaires, et un sujet dont on va reparler aujourd'hui, bien sûr, c'était l'arrêt de la castration à vue des porcelets. Donc c'est un sujet dont on reviendra sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et puis depuis, là j'ai pas réussi à remonter assez loin, mais depuis de nombreuses années, il y a des conférences communes au Tech & Bio entre l'IFIP et l'ITAB, des ateliers sur lesquels on communique toujours. On essaye toujours d'avoir une communication sur le porc au Tech & Bio, qui est pas forcément le plus facile, puisque c'est pas dans une région où il y a énormément d'élevage de porc, mais on a toujours du monde dans la salle, donc on peut aussi s'en féliciter. Alors la R&D un petit peu plus, puisque c'est le sujet de la journée. Le premier, j'ai envie de dire, projet fondateur, c'est le Casdar Porc Bio. À l'époque, on n'avait pas trop d'acronymes, donc c'était les débuts des projets Casdar aussi. C'était un projet global sur le développement de la filière. On avait bien participé. Alors là aussi multipartenarial avec l'INRA, les champs d'agriculture, l'ITAB, l'IFIP et d'autres instituts, puisqu'on était allé un petit peu aussi sur le végétal à l'époque. Mais très modestement, il s'agissait de quantifier à l'époque et d'évaluer à la fois les filières biologiques en France et en Europe et leur devenir finalement. Qu'est-ce qu'on pouvait en faire? Donc c'était très prospectif, sans vraiment lever des verrous. C'était les identifier déjà. Ensuite, on a travaillé sur la transformation et la consommation. Voilà, étant plus de l'amont de la filière, je découvre parfois un peu plus, mais il y a eu quand même un gros RMT Actia Transphobio. Paul Offray a parlé de l'Actia, enfin de l'Institut, mais l'ITAB aussi est membre de l'Actia, et du coup, c'est deux instituts qui ont travaillé sur des sujets plus transformation. Il y a aussi des projets autour de la qualité des produits, qualité sanitaire, qualité gustative, et puis les fameux projets sur le mâle non castré sur lequel on reviendra dans la matinée, qui est un sujet toujours d'actualité. La thématique reste vraie. Il y a eu aussi des projets autour du bien-être animal, on va en parler ce matin avec le projet Pilo, puisque c'est un projet assez global sur le bien-être animal. Et puis quand on parle mâle non castré, il y a aussi la problématique castration et arrêt de la castration à vif. Là aussi, c'est des projets qui ont été dans certains projets dont on va parler ce matin, on a travaillé sur comment castrer les porcs bio, quels étaient les moyens possibles.
Enfin, on a parlé un petit peu de renouvellement du cheptel, alors peut-être un peu moins sur la génétique avec des projets autour des races locales. On en a touché 2 mots, mais il y a eu des choses autour des races locales et du bio également. Des projets aussi plus techniques autour de la reproduction, notamment les problématiques autour de la synchronisation des cochettes pour l'avenue en chaleur. Donc il y a eu quand même déjà beaucoup de projets gros ou petits ou thématiques qui parfois n'étaient pas simplement bio, mais qui ont touché aussi la transversalité, les différents instituts et l'élevage bio. Et enfin, des projets autour de l'environnement. Bien sûr, les questions environnementales touchent les 2 filières et elles restent d'actualité également. Voilà. Alors, le début de ma matinée va s'orienter autour de l'alimentation du porc bio, et c'est un focus important depuis 10 ans, parce que en même temps que naissait le projet Castar Porc Bio, naissait un autre projet qui s'appelait ProtéaB, où les questions d'autonomie ou de culture, en tout cas, de matières premières protéiques existaient. Il y avait un objectif commun, c'est arriver à l'alimentation 100% bio. On y arrive petit à petit. Il y a des stades physiologiques, on y arrive bien. D'autres, ça reste encore compliqué. Les solutions, elles existent. Techniquement, des fois, elles existent. Économiquement, des fois, elles sont compliquées. Donc, il y a encore du travail. Pour ça, il faut sécuriser la production de matières premières riches en protéines. Alors, c'était les projets dont j'ai cité tout à l'heure. Le premier projet ProtéaB, consistait à dire, il faut être capable de produire des protéagineux bio, des sources de protéines. Puis après, on a eu d'autres projets, comme le C-Calibio aussi, où on était assez nombreux dessus, où on a travaillé un peu plus sur le soja. Et puis dans nos projets aussi Casdar Bio, on a travaillé sur des matières premières alternatives, qui étaient très intéressantes, on en reparlera un petit peu. On a travaillé sur la qualification nutritionnelle des matières premières, on aura un exposé tout à l'heure de David Renaudot sur le sujet. Il y a eu aussi beaucoup d'essais de formules 95% bio, 100% bio, alors diverses et variées, en essayant de taper un peu partout. Et puis des projets de conduite alimentaire, en se posant des questions totalement innovantes. Si finalement je faisais qu'un seul aliment du sevrage à l'engraissement, qui avait été, où là également il y avait plusieurs partenaires et qui ont apporté des résultats. Alors les résultats, ils sont très divers. On a acquis des connaissances sur la culture de matières premières riches en protéines. Alors on a même été explorateur, parce qu'à un moment donné, on s'est posé la culture d'ortie pour faire des tourteaux d'ortie qui semblaient intéressants. Et d'un point de vue nutritionnel, malheureusement, la culture, voir pousser des orties dans la campagne, c'est facile. On en voit quand on n'en veut pas, mais quand on veut en cultiver, c'est plus compliqué. Voilà. Je fais simple. On a acquis aussi de meilleures connaissances des matières premières en AB, beaucoup de travaux dont on va revenir sur lesquels on va revenir tout à l'heure, parce que c'est une nécessité quand on veut travailler sur l'alimentation bio. Il faut connaître les matières premières bio. Je vous ai dit les premières, elles dataient de 2002, c'était la fameuse étude ACTA, mais il y en a eu d'autres depuis. Puis après, on est arrivé très bien à des tables spécifiques, puisqu'il y avait des tables de matières premières conventionnelles, et avec la FZ, il y a eu des tables spécifiques pour intégrer et mieux utiliser les matières premières biologiques en formulation. Matières premières que nous avons intégrées, nous, dans un logiciel qui s'appelle le Porfal. Aujourd'hui, dans le Porfal, qui est un outil FIP en ligne, il y a des tables de matières premières bio, et il y a des possibilités de formuler aujourd'hui assez facilement avec ces matières premières, avec cet outil. Il y a des solutions pour le 100% bio, mais il y a des contraintes de disponibilité. Je vous ai parlé d'essais que nous avions fait. Par exemple, il y avait une matière première très prometteuse qu'on appelait le concentré protéique de luzerne, qui était très très bien, sauf que elle n'est pas disponible ou très peu, donc on doit faire sans. Et puis il y a des conduites alimentaires variées pour répondre à la diversité des élevages. Je vous en ai parlé très très rapidement. Je vous ai dit qu'on avait travaillé, dans certains projets autour de l'alimentation avec un seul aliment. Il y a eu des résultats. Parfois c'était des réussites, parfois c'était plus compliqué, mais en tout cas on continue à travailler. Je pense qu'il y aura encore des choses à faire sur la thématique, et je pense que dans les années à venir, la problématique alimentation 100% bio est loin d'être terminée, et donc il y aura encore des choses à faire. Donc j'espère que vous tous, avec vos petits crayons, vous allez nous donner des idées pour travailler.